Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre aujourd'hui, c'est Sébastien Missoff. Bonjour. Sébastien Missoff. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Google France. On va parler intelligence artificielle, des derniers développements chez vous, de la concurrence, de l'Europe, de la réglementation. Mais avant ça, hier soir, information fracassante, un super calculateur. Ça s'appelle Willow. Ça va permettre de résoudre en moins de 5 minutes un calcul qui prendrait 10 quadrillions d'années. Donc c'est tellement rapide par rapport à ce qui existe aujourd'hui que c'est presque difficile à comprendre. La seule question, c'est à quoi ça sert ? Alors c'est évidemment la bonne question. Les innovations n'ont du sens qu'à partir du moment où il y a un usage et un impact. Depuis des années, on parle énormément d'intelligence artificielle prédictive. C'est la capacité d'utiliser énormément de données pour prendre des meilleures décisions. C'est ce qui permet tous les jours sur Google Maps d'arriver à aller d'un point à un autre le plus rapidement possible. L'enjeu est de faire des calculs le plus rapidement possible. Et il y a une limite aujourd'hui sur les ordinateurs tels qu'on les utilise. C'est en cela que le quantique est une révolution extraordinaire. La difficulté jusqu'à présent, c'est que ça va beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup moins fiable. Et l'annonce d'hier nous fait dire qu'on a une opportunité de continuer à avoir cette vitesse extraordinaire. Vous parlez de ces chiffres vertigineux, avec beaucoup moins d'erreurs. Donc, ouvre un champ des possibles. Très concrètement, par exemple, en santé, aujourd'hui, pour trouver des nouvelles molécules, les ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui ne permettent pas un certain nombre de ces calculs. Et le quantique va ouvrir un champ des possibles extraordinaire. C'est quelque chose qu'on entend très régulièrement, ce quantique. Mais quand est-ce qu'on va voir des applications concrètes ? Quand qu'est-ce que les entreprises qui nous écoutent pourront avoir accès à ce nouvel outil qui paraît aujourd'hui totalement hors de portée ? Oui, on est dans une échelle de plusieurs années avant d'arriver à pouvoir avoir le niveau de confiance dans ces algorithmes pour avoir des applications qui soient concrètes. À plusieurs années encore ? Absolument, sur plusieurs années. Donc c'est beaucoup plus long que l'adoption de l'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui. Il faut quand même voir à très long terme. Oui, bien sûr. Enfin, là, ce dont on parle, de nouveau, c'est pas un modèle, c'est une infrastructure qui va créer ce nouveau champ des possibles. Sur l'intelligence artificielle, il se passe énormément de choses. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, a dit la semaine dernière « You are losing the game ». Il parle aux Européens et à leur cadre réglementaire autour de l'IA Act et notre incapacité, notre interdiction d'utiliser les dernières versions d'intelligence artificielle au nom de la réglementation. Est-ce qu'on perd le jeu en Europe ? Alors, d'abord, il y a un certain nombre de choses qui sont dans notre contrôle, entre nos mains. Le premier sujet qui est particulièrement important, c'était le rapport de Mario Draghi il y a quelques semaines. C'est l'enjeu de formation, c'est l'enjeu de compétences. Faire en sorte qu'on ait suffisamment de Français aujourd'hui, de data analystes, data architectes, qui vont permettre de pouvoir travailler sur ces données, développer l'intelligence artificielle. Il y a un enjeu d'infrastructure, il y a un retard de la France aujourd'hui. Seulement 22% des entreprises ont leurs données sur cloud, la moyenne européenne est à 39%. Donc on peut se lamenter sur l'intelligence artificielle. Si les données n'ont pas été structurées et qu'on ne peut pas faire tourner des modèles, de toutes les manières, on est uniquement dans la théorie. Donc on a des choses qui sont actionnables sur lesquelles on peut avancer dès maintenant pour avoir cette compétitivité. Et ensuite, en termes de réglementation, évidemment, un enjeu de bien écouter les inquiétudes qui peuvent exister, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas un retard ou un niveau de régulation qui fasse... Non, mais c'est déjà le cas. C'est quoi ce que vous dites, vous, aux Européens ? Parce que si je ne peux pas utiliser Gemini 1, 2, 3, 4, si je ne peux pas utiliser la dernière version de Sora, à un moment donné, je suis en retard, entreprise européenne. C'est aussi votre boulot à vous, Google France, français, de faire un lobbying auprès des autorités européennes ? Oui, alors d'abord, comme tous les projets, il faut écouter évidemment les inquiétudes qui sont là aujourd'hui, mais rappeler aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, c'est des gains de productivité très très significatif à un moment où l'Europe n'en a jamais eu autant besoin et sur lequel il faut avancer. Donc oui, il faut trouver ce bon équilibre avec la régulation. Après, les raisons d'espérer, c'est février 2025, le sommet de l'IA en France, sur lequel ces discussions sont là. On est au tout début et donc de trouver le bon équilibre pour faire en sorte de pouvoir continuer à avancer et que les entreprises puissent utiliser l'intelligence artificielle pour se développer. C'est ce qu'on a pu voir avec un certain nombre de partenariats qu'on a annoncé ces dernières semaines. Bon, l'IA, effectivement, on n'a pas fini d'en parler. C'est aussi une concurrence qui augmente pour Google. Aujourd'hui, 40% l'IA et les réseaux. 40% des jeunes préfèrent utiliser TikTok ou Instagram, par exemple, pour trouver un restaurant, pour organiser un voyage. Dans le e-commerce, 63% des requêtes démarrent sur Amazon. Comment vous percevez-vous
cette concurrence? Est-ce que vous êtes en danger chez Google face aux nouveaux outils que sont Search GPT ou Perplexity, par exemple? Oui, alors, 3 choses. Le premier, c'est que c'est pas nouveau. Quand Google s'est lancé, on était un challenger, on était le 12e, 13e moteur de recherche en 1998, et on est arrivé et on a fait en sorte de développer un produit, de développer des solutions qui soient les meilleures possibles. Et donc, c'est notre histoire, depuis plus de 25 ans, de continuer à innover et de faire en sorte qu'on ait choisi parce qu'on apporte un service qui est meilleur et différent. Deuxième élément que vous évoquez, c'est en effet, depuis 25 ans, on voit énormément de nouveaux usages. On a vu les réseaux sociaux apparaître. Vous évoquez un certain nombre des exemples récents. Sur le moteur de recherche, on continue à venir poser un certain nombre de questions. Et puis, il y a les assistants, les chatbots, sur lesquels on a des super assistants. C'est le cas de Google Gemini, sur lequel on voit que c'est des questions qui sont un peu différentes, qui sont posées. Donc, bien une complémentarité entre ces différents usages. Et puis, de notre côté, c'est évidemment continuer à innover. Parmi les chiffres qui sont incroyables, prenez l'exemple aujourd'hui sur le moteur de recherche, on a plus de 20 milliards de requêtes qui sont faites en prenant des photos. Vous êtes sur Google Lens, vous voyez quelqu'un avec une paire de chaussures que vous aimez beaucoup, vous prenez la photo et on est capable, avec cette photo, d'aller retrouver... 20 milliards de requêtes par mois. Ce chiffre est absolument dingue. À 20 milliards par mois. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est de continuer à innover, d'avoir des innovations complètement dingues qui permettent d'apporter des réponses les meilleures possibles aux utilisateurs. Pour continuer à innover en matière d'intelligence artificielle, il va falloir beaucoup d'énergie. Google investit aux États-Unis, notamment dans les SMR. Est-ce que vous aussi, en Europe, vous regardez cette question du prix de l'énergie de près? Et est-ce que vous pourriez, vous aussi, soutenir des boîtes dans les petits réacteurs nucléaires ou regarder du côté des renouvelables? Alors, Google soutient énormément ces projets avec des énergies renouvelables. On a beaucoup travaillé avec Engie. On a investi sur ces dernières années plus de 6 milliards d'euros dans des nouveaux projets qui viennent apporter des énergies renouvelables en plus pour venir alimenter nos data centers. On est à peu près à 2/3 d'énergie renouvelable qui viennent alimenter les data centers de Google. Quand vous faites des requêtes, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, l'objectif est d'être à 100% pour 2030, qui est un défi significatif, puisqu'en effet, il y a une augmentation de cette consommation aujourd'hui avec les enjeux de l'intelligence artificielle, mais la conviction que le fait de rajouter ces énergies renouvelables, le fait d'avoir des avancées significatives sur les technologies qu'on utilise, aujourd'hui une requête sur Gemini, mais 90% moins de capacité de calcul que ce qu'on avait besoin il y a un an, donc de continuer à innover. L'avenir, c'est aussi une vraie question existentielle pour Google outre-Atlantique. C'est cette procédure au département de la justice, au DOJ, de démantèlement potentiel de Google en séparant notamment le moteur de recherche d'autres services du groupe. On parle de la cession éventuellement de Chrome ou du magasin d'applications pour mobile Google Play. Quelles conséquences, d'abord où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles conséquences ces décisions pourraient avoir sur votre groupe? Alors, on ne parle pas beaucoup des procédures en cours. On est au tout début de cette procédure-là aux États-Unis. Le département de justice américain a fait ses recommandations. On a eu l'occasion de s'exprimer et dire qu'on n'était pas d'accord. Début d'année prochaine, nous aurons l'occasion d'apporter notre réponse. Et ce sont des procédures qui durent en général plusieurs années. Oui. Et pour les utilisateurs, évidemment, l'important est d'avoir le choix, d'avoir le contrôle. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous achetez un nouveau téléphone en Europe. Prenez un téléphone Pixel, vous ouvrez votre téléphone et vous avez le choix entre choisir le moteur de recherche, le navigateur, et ce choix est évidemment au cœur de notre succès. Est-ce que l'élection de Donald Trump change quoi que ce soit à la procédure? On a travaillé avec les différentes administrations. On avait travaillé avec l'administration de Donald Trump pendant 4 ans lors de son précédent mandat. De notre côté, on continue à faire en sorte d'avoir des solutions innovantes, responsables et de continuer avec notre agenda. Et puis le problème, c'est de trouver un acheteur quand même, parce que pour acheter Chrome, il faut quand même avoir une taille suffisante. Autre enquête en cours, le Financial Times a révélé hier qu'il y avait une enquête qui vise Google et Meta sur un partenariat publicitaire qui a permis de cibler des adolescents lors de campagnes de publicité sur Instagram, qui est propriété de Meta, et sur YouTube, qui est donc Google. Qu'en est-il ? Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de publicité ciblée pour les jeunes et pour les mineurs, et donc on est particulièrement vigilant là-dessus, et c'est le cas aujourd'hui. Donc vous dites c'est faux? Oui.
Dernière question sur les mots-clés. Oui, vous avez publié la liste des recherches, en tout cas des principales tendances sur les recherches. Michel Barnier, plus célèbre que Kenji Girac, c'est une bonne nouvelle pour lui, même s'il part. Alors est-ce qu'il est plus célèbre ou est-ce qu'il est plus recherché? Parce que les gens ne savent pas qui c'est. C'est peut-être. Alors derrière la recherche, il y a des verbes un peu différents. On voit que comme chaque année, les Français viennent pour s'informer. C'est le cas des nouveaux premiers ministres avec Michel Barnier. Ils viennent pour comprendre. La première question en France qui commence par pourquoi, c'est pourquoi la dissolution. Et puis on vient aussi pour agir une fois qu'on a compris ces éléments-là. Comment c'est une question très ouverte. Pourquoi la dissolution? Il peut y avoir beaucoup de réponses. On les cherche encore sur Google. Et puis évidemment, c'est des questions aussi beaucoup plus personnelles. On est dans l'intime. Il y a quelques années, c'était comment sait-on si on est amoureux? Et cette année, c'était pourquoi ne regarde-t-il plus mes stories? Et aussi ces questions plus dans le domaine de l'intime. Je sais pas si ça nous dit beaucoup de choses du monde quand même. Pourquoi ne regarde-t-il pas mes stories? Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Sébastien Missoff, directeur général de Google France.